Augmenter ton bonheur de 40%, ça t'intéresse ? Si la réponse est oui, reste bien en ligne, puisque aussi incroyable que ça puisse paraître, le bonheur est un choix, les études scientifiques nous le démontrent. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, ici Christophe Baïs, bienvenue sur ce podcast Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine je m'efforce de t'apporter des trucs, des astuces, des interviews, des interrogations, des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Alors si augmenter ton bonheur de 40%, c'est une chose qui t'intéresse, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Après ce petit jingle, reste bien à l'écoute. Ouh, 40%, c'est énorme, hein, il faut bien l'admettre. 40%, ça n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les études scientifiques sur le bonheur qui ont été faites depuis des années du reste, et notamment par Sonia Lyubomirsky, qui est directrice du laboratoire de psychologie positive de l'Université de Californie, UCLA, qui l'a démontré après 18 années de recherche auxquelles ont participé des centaines d'étudiants et des milliers de patients volontaires. Sonia Lyubomirsky a écrit un ouvrage qui s'intitule « Comment être heureux et le rester ». Et c'est un ouvrage que j'invite tout un chacun à lire si d'aventure vous êtes intéressé et que vous voulez plus d'informations. Je vous mettrai les références dans le commentaire de ce podcast. Et effectivement, elle nous démontre que augmenter son bonheur de 40%, c'est possible. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi, c'est possible pour nous, c'est possible pour tout un chacun. Et que ces 40% sont la part de bonheur qu'il est en ton pouvoir de changer, quel que soit ton héritage génétique et quelles que soient les circonstances de ta vie. Et sur son ouvrage, en fait, Sonia Lyubomirsky a mis un gâteau qui représente ce gâteau du bonheur. Et elle explique notamment dans son ouvrage que 50% de ce bonheur, donc la moitié du gâteau, provient de notre héritage génétique, étant entendu que si je suis en bonne santé, que j'ai mes 2 jambes, mes 10 doigts, que je respire bien, que tout marche bien dans mon corps, que j'ai pas de problèmes hormonaux et autre chose comme ça, eh bien c'est déjà 50% du travail qui est fait. Encore faut-il après avoir de la gratitude pour ce que la nature, ou en tout cas nos parents nous ont donné, et que effectivement, en prendre conscience, c'est déjà 50% du boulot qui est fait. Ensuite, on a 10% de ce gâteau du bonheur qui sont constitués des circonstances de notre vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire que les circonstances de notre vie, ce que nous vivons, les situations, les contextes, ce sur quoi finalement nous n'avons pas de prise, ne représentent que 10% de ce gâteau du bonheur. Alors quand on entend parfois les gens se plaindre de leur situation, à les entendre tout va de travers, c'est terrible, et c'est la raison pour laquelle finalement ces circonstances extérieures font qu'elles ne sont pas heureuses dans la vie, eh bien la réalité c'est qu'en fait ça ne représente que 10% de leur malheur en quelque sorte. Donc même quand tout va mal dans les circonstances de notre vie, qu'on fait face à de l'adversité, à de la difficulté, à des défis, à des challenges, eh bien la réalité c'est qu'en fait ça ne représente que 10% de ce gâteau du bonheur. Et la bonne nouvelle c'est qu'en fait 50 plus 10 ça nous fait 60, et il reste 40% de ce gâteau, et ces 40% sont représentés par notre investissement personnel. C'est-à-dire que, et oui, c'est peut-être la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, suivant le côté dont on décide de voir la chose. Mais effectivement, tout ce qui a de la valeur dans la vie représente un effort, et qu'effectivement, il va s'agir de faire un investissement personnel pour pouvoir acquérir, pour pouvoir augmenter ces 40%. Mais 40% sur un 100%, c'est absolument phénoménal. Ça veut dire que si déjà je suis en bonne santé, que les circonstances externes se passent pas trop mal, j'ai déjà une bonne partie de ce gâteau au bonheur, mais j'ai encore cette capacité de l'augmenter de 40% en investissant personnellement dans ma capacité à acquérir davantage de bonheur. Et je dis souvent, mais je vais le répéter encore parce qu'on ne le dit jamais assez, mais ce qui génère de la souffrance dans nos vies, ça n'est pas la situation en elle-même, mais c'est la perception de la situation qu'on a. Et là, je vais laisser quelques secondes pour que cette phrase puisse pénétrer et imprégner votre esprit. C'est ce qui génère de la souffrance dans nos vies, c'est pas la situation en elle-même, mais c'est la perception qu'on en a. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer ? Eh bien, c'est que
Notre cerveau se trouve dans notre boîte crânienne, il est aveugle, il ne voit rien. C'est lui qui va processer l'information. Et cette information va lui parvenir par nos 5 sens, la vue, l'olfactif, le gustatif, le kinesthésique, l'auditif. Et que, effectivement, eh bien, ces canaux vont amener des millions d'informations au cours de la journée. Le cerveau ne peut pas processer des millions d'informations. Il va devoir ségréguer une partie des informations au détriment d'autres informations. Et effectivement, eh bien, il va processer ces informations qui vont passer à travers tout un tas de filtres, des filtres qui ont été établis au cours de notre existence en fonction de nos expériences de vie, de notre vécu, en fonction de notre éducation, du contexte social dans lequel on a été élevé, des expériences scolaires qu'on a faites, de nos croyances spirituelles ou de nos croyances tout court, etc., etc. Et qu'en fait, en fonction de ces différents filtres, eh bien, il va décider d'interpréter la chose d'une façon ou d'une autre. Et je reviens sur ce que je vous disais en préambule, ce qui génère de la souffrance dans nos vies, ce n'est pas la situation en elle-même, mais c'est la perception de la situation qu'on a. C'est-à-dire que notre cerveau va processer l'information, il va donner une signification à la chose, et puis il va dire c'est comme ça, et on va croire benoîtement, j'ai envie de dire, qu'il s'agit en fait de la vérité. Or, il ne s'agit pas de la vérité, mais uniquement d'une réalité qui est la nôtre, qui nous est propre. Et j'en veux pour preuve que si on prend ce petit exemple, on dessine le chiffre 6 par terre et qu'il y a une personne qui se met d'un côté puis l'autre de l'autre, il y en a un qui voit un 6, il y en a un qui voit un 9. Personne n'a raison, personne n'a tort. Ça dépend uniquement du point de vue depuis lequel on se place pour regarder cette chose-là. Et finalement, on se rend compte que dans toutes les situations de notre vie, eh bien, il n'y a pas un seul point de vue, il n'y a pas une vérité universelle, mais il y a toujours une perception qu'on va avoir qui va être générée par la position, par depuis où, en quelque sorte, on voit la situation, comment est-ce qu'on la processe, et puis la signification qu'on va donner à cette chose-là. Et je discutais ce matin avec un client qui éprouvait des difficultés au travail. Il y avait eu quelques mots avec une de ses clientes, et puis la personne était rentrée en réaction. Ça lui avait fait monter les tours. Et puis je lui disais, mais ça, c'est toujours la même histoire. C'est une question de perception de la situation. Un client qui est fâché, d'accord, vous travaillez dans un service vente ou un service à la clientèle par exemple, et puis vous avez souvent des gens qui viennent rapporter du matériel qui n'était pas conforme ou qui était cassé ou qui marchait pas, puis la personne bien sûr est toute frustrée et en fonction de l'éducation qu'on a eue, on va avoir plus ou moins de difficultés à exprimer notre courroux avec le doigté ou l'élégance suffisante pour que la personne décide de nous aider. On va avoir certains quérulents, on va dire, des gens qui sont frustrés puis qui vont vider toute leur colère ou toute la misère du monde sur les épaules de la pauvre personne qui se trouve en face. Et bien, je donnais cet exemple à mon client ce matin en disant, effectivement, si aujourd'hui je me mets dans une dynamique de je travaille dans un service client et puis tous ces clients qui viennent se plaindre, j'en peux plus, et puis la prochaine fois que j'en ai un qui me parle mal, je lui rentre dedans puis je lui explique parce qu'il n'a pas me parlé comme ça, etc. On va rentrer en conflit, alors que si en fait je suis dans une dynamique de me dire, eh bien effectivement, je comprends la frustration de mon client, je vais notamment lui faire une réflexion en lui disant, écoutez, je comprends parfaitement, je vois du reste que vous êtes très en colère, on va essayer de trouver une solution, à votre place je serais également en colère comme ça, mais finalement mon rôle de travailler dans un service à la clientèle n'est pas de prendre personnellement les choses ou de rentrer en conflit avec les gens parce que tout à coup ils sont fâchés. On peut comprendre que quelque part ils soient dans une frustration, même s'il y a des façons différentes de pouvoir exprimer cette frustration. Et en fait, ce qui va générer de la souffrance dans nos vies, c'est précisément notre capacité à pouvoir prendre du recul par rapport aux situations, à pouvoir venir les évaluer sous des angles différents, sous des points de vue différents, de regarder les choses, essayer de leur trouver une signification qui soit différente, et ça va changer toute la situation. Pour donner un autre exemple par rapport à cette même situation de service client, toujours avec la discussion que j'avais ce matin avec mon client, je dis, la réalité, c'est qu'en fait, en toute situation, on a le choix. Si je donne un autre exemple pour illustrer mon propos, vous décidez de prendre un moment pour vous, de vous installer confortablement avec votre meilleur bouquin ou votre roman du moment pour passer un bon moment de lecture, de tranquillité. Vous vous couchez sur votre canapé, vous installez avec les coussins, tranquille, c'est génial, vous commencez à bouquiner, puis tout à coup le téléphone sonne.
Et qu'est-ce qui se produit? Pour la majorité des gens, le téléphone sonne, on a été conditionné à répondre à ce téléphone, on saute sur les deux pieds, on court au téléphone et puis on va répondre au téléphone. Mais la réalité, c'est que on a toujours le choix. On a le choix de ne pas répondre au téléphone, de se dire non, maintenant je suis dans un moment pour moi, je ne vais pas répondre au téléphone. Soit la personne rappellera, soit je la rappellerai. Mais maintenant, j'ai décidé de passer ce moment de qualité avec moi-même, de lire mon bouquin et de ne pas me laisser déranger. Et en fait, c'est la même chose avec toutes les situations de notre vie. C'est pas parce qu'une personne en face de nous est fâchée que tout à coup, le fait que cette personne passe une mauvaise journée doit venir gâcher la nôtre. Ça va gâcher la nôtre si je décide de répondre au téléphone et puis de prendre personnellement les choses, de me laisser impacter, de rentrer dans l'émotionnel parce que tout à coup, la personne se trouve dans une situation émotionnelle et que je ne dispose pas des outils qui me permettent de prendre le recul nécessaire, de pouvoir commencer à dialoguer avec cette personne en lui disant que précisément je comprends parfaitement son courroux, mais que, afin de pouvoir solutionner la chose, ce serait sympa qu'on puisse se parler en adulte responsable et qu'on trouve un ton qui soit adéquat pour tout un chacun, dans le respect mutuel. Je vais faire mon maximum pour vous aider. Mais d'un autre côté, j'attends de votre part qu'effectivement vous ne vidiez pas tout votre courroux sur mes frêles épaules, puisque sinon ça va devenir un petit peu compliqué. D'accord? Donc c'est simplement pour illustrer mon propos. Je ne sais pas si c'est bien dit ou pas, mais disons que pour dire qu'on a toujours le choix de répondre au téléphone ou de ne pas y répondre, de différer notre réponse le cas échéant, de dire je répondrai plus tard. Ok, il m'a dit ceci, je vais le processer, je vais le digérer, puis après j'arrive avec une réponse. Et le gros problème, c'est que, comme je le disais, notre cerveau est aveugle et que nous sommes prisonniers, quelque part, de nos perceptions et de notre carte du monde. Et je dis souvent dans mes capsules, je reviens souvent sur Socrate, qui déjà 500 ans avant Jésus-Christ avait déjà tout compris. Il disait à ses disciples, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et le jour où tout change dans sa vie, c'est le jour où tout à coup, on prend conscience qu'on a la pleine responsabilité de ce qui nous arrive. Et quand je dis pleine responsabilité de ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire que j'ai toute la responsabilité de ce qui est en train d'arriver, que peut-être que l'autre a une part de responsabilité, mais peut-être que moi aussi j'ai une part de responsabilité, ou peut-être que l'autre a toute la responsabilité de la situation. Mais en tout cas, là où j'ai ma part de responsabilité, c'est dans ma capacité à répondre aux événements, aux situations, aux comportements, aux paroles des autres. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai 100% de responsabilité. Et quand je bénéficie, quand j'ai acquis les outils qui me permettent précisément de ne pas me laisser impacter, qui me permettent de baisser mon stress, qui me permettent de sortir de l'émotionnel pour pouvoir apporter une réponse adéquate, pour pouvoir faire preuve d'assertivité, cette capacité que nous avons à nous exprimer en toute neutralité, sans être dans le jugement, en acceptant que l'autre puisse avoir un point de vue différent, sans nous en trouver humiliés ou mis en confrontation, et puis qu'on est simplement d'accord que l'autre, ok, c'est son point de vue, c'est chez lui, il n'y a pas de problème, il voit la chose comme ça et c'est ok. Et moi, je vois la chose différemment et que peut-être qu'on est simplement d'accord de ne pas être d'accord. Mais à quel moment est-ce que finalement nous pensons avoir la science infuse et que tout le monde doit penser de la même façon? C'est un petit peu souvent ce qui se produit. Tout à coup, on a envie de convaincre l'autre, de lui dire que nous avons raison, qu'il a tort et qu'effectivement, comme l'autre fait exactement dans l'exacte même dynamique, c'est ce qui vient générer de la friction sur la ligne, ou de la friture sur la ligne, et qui vient générer le conflit. Donc en fait, le jour où tout change dans notre vie, c'est quand on a la capacité d'accéder à la carte du monde des autres, de voir les choses sous un angle, sous des points de vue différents. Mais ça va demander deux choses. Quand je parle d'investissement personnel pour acquérir ces 40% de bonheur en plus, ça va demander d'avoir une conscience de soi suffisante. Quand je parle de conscience de soi, j'entends par là la connaissance de soi, parce que c'est la connaissance de soi qui nous donne les clés d'une vie épanouissante. Si je ne me connais pas, comment diable pourrais-je prendre les bonnes décisions? Comment diable pourrais-je comprendre ce qui m'arrive si tout à coup, je n'ai pas identifié mon mode de fonctionnement, ce qui m'anime, ce qui me motive, ce qui me fait vibrer, ce que je dois venir nourrir chez moi, ce que je cherche à défendre? Effectivement, j'agis un petit peu comme une poule sans tête en courant dans toutes les directions et finalement, je me cogne un petit peu contre les murs, contre les contraintes de ma vie. Et en fait, cet investissement, ça va nécessiter en plusieurs choses, parce que quand on rentre en réaction, c'est systématiquement qu'une valeur ou un besoin est touché, et ça va être
essentiel de venir identifier ces valeurs. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une lecture de vos importants. Nos valeurs fonctionnent un petit peu comme la colonne vertébrale qui nous supporte. Hein. On va mettre beaucoup d'énergie pour défendre nos valeurs. Ça va orienter la direction, ça va donner une direction à notre vie, nos valeurs. Ça agit comme une boussole dans nos vies. Et qu'effectivement, bien, si je n'ai pas la conscience des 10, 15 valeurs qui m'animent dans ma vie, et quand je pose souvent cette question à mes clients, ils disent non, mais les valeurs... Non, je suis au courant, non, c'est bien, je sais. Et quand je leur dis, ok, si tu peux me nommer les 10 valeurs qui gouvernent ta vie, eh bien, la personne est bien empruntée pour le dire. Généralement, elle me dit, j'aime pas l'injustice, j'aime bien la liberté, puis on a de la difficulté à aller un petit peu plus loin. Et en fait, faire cet exercice sur ces valeurs, venir les identifier, du reste, ça vous intéresse, j'ai une petite formation sur mon site, vous pouvez aller voir, et ça vous permettra de faire cet exercice de venir sélectionner ces valeurs, ces 10-15 valeurs qui vous animent parmi une liste de 211 valeurs qui est assez exhaustive, et de venir notamment les hiérarchiser. Et pourquoi c'est un exercice important et intéressant à faire? Parce que tout à coup, quand on rentre en réaction dans notre vie, parce qu'une de nos valeurs est touchée, ça permet d'identifier tout de suite quelle valeur est touchée, de dire, tiens, il ne m'a pas respecté, ok, qu'est-ce que j'aimerais à la place? J'aimerais qu'il me respecte, ok, dis donc, quand tu me parles de cette façon, je sens, j'ai l'impression de ne pas être respecté. Et moi, je mets beaucoup d'emphase finalement à ce qu'on puisse avoir des relations harmonieuses au sein de notre service. Et ma demande pour toi, c'est qu'à l'avenir, quand la moutarde te monte au nez, je préférais que tu ailles prendre plutôt un café ou prendre un petit peu l'air et puis qu'on en reparle un petit peu, qu'on puisse se parler de manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine. D'accord? Donc ça permet de dire les choses de manière tout à fait... de faire preuve d'assertivité, parce que je suis simplement sur ma valeur, je ne suis pas en train d'attaquer l'autre, je suis simplement en train de te parler de mon ressenti, de dire ce que moi j'attends de mon côté de la relation, pour que tu puisses le faire, et que comme ça, on a une communication non violente qui va permettre à chacun de pouvoir se positionner. Peut-être le cas échéant, la personne ne s'était même pas rendu compte qu'en fait, en adoptant ce ton ou cette chose-là, elle était dans l'irrespect, ou qu'elle était simplement en train de vider sa frustration sur l'autre, et que ça lui permet tout à coup de venir conscientiser un comportement qui n'était peut-être pas adapté. En termes de besoins, les besoins, c'est essentiel. Et ma pratique du coaching me confirme et m'indique que l'immense majorité des gens n'ont pas la connaissance de leurs propres besoins. J'en parlais dans ma dernière capsule, comment construire un couple solide, harmonieux et surtout heureux et durable. La thématique des besoins est au cœur de la problématique que rencontrent les couples. C'est que, si vous voulez écouter cette capsule, vous apprendrez bien des choses par rapport à notre capacité à pouvoir faire en sorte que notre couple se solidifie, qu'on ait cette cohésion au sein du couple, cette complicité, cette harmonie, et qu'effectivement, si je n'ai pas la conscience de mes propres besoins, je vais avoir de la difficulté à les exprimer à l'autre. Comme l'autre est exactement dans la même problématique que moi, il n'a pas la conscience non plus de ses propres besoins. On a 16 besoins universels, tout un chacun, peu importe la langue que vous parlez, l'endroit géographique où vous habitez, on a toutes et tous ces 16 besoins universels, et qu'effectivement, si je n'ai pas la conscience de mes besoins, et c'est mes besoins qui vont générer mes comportements, qui vont être à la source de mes comportements, donc quand j'ai un besoin, et ces besoins, ils vont avoir une intensité plus ou moins forte ou plus ou moins faible, et en fonction de mon fort besoin, si je prends un exemple trivial pour vous l'illustrer, moi j'ai très faim et l'autre sur le même besoin n'a pas faim. Si moi j'ai très faim, j'ai envie de manger, mais l'autre s'il n'a pas faim, il a pas envie de se forcer à manger. Il dit non mais attends, moi j'ai pas faim. Mais c'est pas parce que l'autre n'a pas faim que moi je vais pas manger. J'ai aussi le droit d'aller. Tu as le droit de pas manger, c'est ton droit le plus strict. Mais moi j'ai le droit de me nourrir, d'aller au frigo puis de me faire quelque chose à manger pour venir combler ce besoin qui est le mien. Et un besoin qui ne va pas être nourri dans une relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation amicale, avec sa femme, ses enfants, avec ses amis, ses voisins, ses collègues de travail, son conjoint, va être nourri à l'extérieur de la relation. C'est-à-dire que c'est vraiment important de le comprendre. Et le gros problème, c'est quand on a des besoins qui sont diamétralement opposés, en général, quand les deux se regardent, ils n'arrivent pas à se comprendre. On ne peut pas se comprendre parce qu'on ne comprend pas que l'autre aime les choux Bruxelles alors que nous, on déteste les choux Bruxelles. Et puis celui qui aime les choux Bruxelles ne peut pas comprendre que l'autre déteste les choux Bruxelles puisqu'il trouve ça si bon. Et ça marche comme ça pour ces 16 besoins psychologiques fondamentaux. Et que tant qu'on n'a pas la conscience de nos propres besoins, de ce qui va venir in fine générer nos comportements,
eh bien, on a de la difficulté à pouvoir exprimer ses besoins à l'autre, on a de la difficulté à comprendre pourquoi l'autre fonctionne de cette façon-là, et puis au lieu de pouvoir thématiser sur nos besoins respectifs, de pouvoir dire, bah tu vois, moi j'ai faim, puis moi j'ai pas faim, et puis dire, bah ok, bah moi ça te dérange pas si je me fais un sandwich pendant que toi tu vas, tu manges un petit consommé à l'œuf, eh bien, on va avoir de la difficulté à trouver l'harmonie au sein de nos relations, que ce soit à l'intérieur d'un bureau ou que ce soit à l'intérieur d'un couple. La connaissance de soi, toujours dans cette notion d'investissement personnel, ça correspond aussi au discours intérieur qui est le nôtre, parce que la réalité, c'est que nous sommes, la personne que nous sommes aujourd'hui et la personne que nous aspirons à devenir, eh bien, sont deux personnes différentes. Aujourd'hui, ce qui caractérise la personne que nous sommes, ce sont la somme de nos pensées, de nos croyances, de nos discours intérieurs, etc. Ce sont ces pensées, ce discours intérieur qui vont générer nos émotions. Nos émotions, en fonction qu'elles sont positives ou négatives, eh bien, vont générer des comportements aussi. Et effectivement, eh bien, si je ne viens pas changer mes pensées, si je garde les mêmes comportements, les mêmes habitudes, il n'y a aucune chance que je puisse devenir une nouvelle personne, puisque plus je vais faire de la même chose et plus je vais obtenir du même résultat. Donc pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes, pour passer à la prochaine étape de nos vies, eh bien, la seule solution, c'est de venir identifier ce discours intérieur, de venir identifier ces comportements qui sont à la source du problème ou ces habitudes comportementales qu'on a mis en place qui nous posent problème, de venir comprendre nos besoins, de venir comprendre ce qui nous anime profondément pour ensuite pouvoir venir mettre en place un nouveau discours intérieur, de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements qui vont nous amener précisément à devenir cette nouvelle personne que nous souhaitons pour nous. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous ce que je vous dis, mais effectivement, je vous parle de mon expérience et c'est du reste que ce que je trouve génial dans mon métier de coaching, c'est ce qui me passionne, c'est effectivement d'avoir la chance de pouvoir contribuer à la transformation chez la personne. C'est de déclencher ce changement qui va permettre à la personne de passer à l'action, de faire les choses différemment. Et les moments extraordinaires de séances de coaching, c'est précisément lorsque tout à coup, la personne prend conscience, il y a une prise de conscience qui se forme, et puis tout à coup, le château de cartes finalement de l'édifice, de la croyance limitante, ou bien de la peur, qu'elle soit consciente ou inconsciente, vient s'effondrer et tout à coup la personne retrouve des libertés qu'elle avait perdues, elle retrouve finalement, elle se rend compte des ressources qui étaient là dormantes, du potentiel qui sommeillait en elle, et puis ça lui permet tout à coup, eh bien, grâce aux outils adaptés, de pouvoir soit apprendre à gérer son émotionnel, gérer son stress, et qui va lui permettre finalement de se lancer à la poursuite de son projet, de pouvoir transformer une situation, et puis de vivre cette vie épanouissante à laquelle chacune et chacun d'entre nous aspirons sans aucun doute. Et je vous parle d'expérience parce que j'ai pas toujours été la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai eu aussi mon lot de défis, de problèmes, de frustrations à gérer. Et effectivement, pendant de nombreuses années, j'ai 30 ans de salariat avant d'être passé au coaching, et j'ai eu de nombreuses années à vivre des frustrations que j'avais tendance à ramener à la maison. Pourquoi j'avais des frustrations? Parce qu'il y avait des choses que je ne disais pas dans mes diverses activités professionnelles, des choses qui finalement avaient tendance à se répéter d'un emploi à l'autre. Moi, j'ai changé plusieurs fois de carrière, donc pour celles et ceux qui prennent cet épisode, que c'est le premier, j'ai 10 ans de police judiciaire à mon actif, et puis après, je suis parti à la banque, puisque j'étais spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé, et puis j'ai travaillé dans plusieurs établissements bancaires, et puis chaque fois, je suis retombé un petit peu sur les mêmes problématiques, avec une difficulté à dire un désaccord, à dire quand effectivement je voyais une injustice qui était perpétrée, à pouvoir le dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement un mécanisme inconscient chez moi mais le conflit c'est pas bien, il faut pas dire, l'autre va mal prendre, machin, etc. Puis finalement on se fait des petites boules de frustration dans son ventre, ces petites boules commencent à devenir des grosses boules, puis pour finir c'est quelque chose qui commence à devenir ingérable, et puis on rentre avec ces frustrations, et puis la frustration, on vient la vider finalement auprès de ses proches, ou ça vient impacter finalement tous les compartiments de sa vie. Et c'est une des grandes problématiques dans la vie des gens, c'est qu'on vit des frustrations,
on a une difficulté à se dire, à se positionner, à venir s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une construction mentale qui est faite. On se dit, ouais, mais l'autre va dire, et puis je vais être émotionnel, ou l'autre va mal le prendre, et puis ça va envenimer les choses. Enfin, peu importe la construction qui se trouve derrière, mais de pouvoir tout à coup venir identifier ces modes de fonctionnement, venir identifier la source, la cause de notre frustration, voir qu'est-ce qui se joue derrière qui m'empêche de dire à l'autre, d'obtenir les outils pour pouvoir communiquer avec assertivité, sans être dans l'émotionnel, pouvoir apprendre à gérer ce stress, etc., etc., eh bien, c'est un véritable game changer. Et après 10 ans à avoir larmoyé, ou en tout cas m'être plein de mes frustrations et ruminer tout ça pendant des années, eh bien, le jour où ma vie a changé, c'est le jour où j'ai dit, OK, maintenant, ça suffit. Si tu as envie d'avoir une vie qui soit pleinement épanouissante, il va s'agir de régler ces problèmes-là pour pouvoir faire en sorte eh bien, qu'on arrête de pérenniser ces problématiques, ces vieux schémas du passé, pour pouvoir passer à la prochaine étape de ma vie. Et c'est comme ça que finalement je suis tombé dans le développement personnel, c'est-à-dire comprendre finalement eh bien, ce qui m'animait, comprendre quels étaient mes blocages, quels étaient mes freins. Et une fois que j'ai compris ce qui se passait, eh bien, d'avoir les outils pour pouvoir traiter ces blocages qui me maintenaient dans une situation qui n'était finalement pas bonne pour moi. Et eh bien, après des années d'études en psychologie et autres, eh bien, j'ai aujourd'hui pu en faire mon métier puisque effectivement, je constate quotidiennement que l'immense majorité des gens se retrouvent dans une situation qui peut être toxique, dans de l'insatisfaction, à vivre de la frustration et ne pas savoir comment faire pour transformer cette situation. Et finalement, eh bien, ce qui se passe de manière assez naturelle, et j'ai aussi passé par ces étapes-là, eh bien, c'est se victimiser, se dire que finalement c'est de la faute à l'autre. Et la grande erreur que font l'immense majorité des gens, eh bien, c'est de penser que l'autre, ou d'espérer que l'autre finisse par changer, ce qui évidemment n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce qu'on est câblé d'une certaine façon, qu'on a des valeurs, on a des besoins, qui vont mettre en place des comportements, et que ces besoins sont fixes dans le temps. On est câblé d'une façon, on ne va pas avoir des besoins à 30 ans et puis des besoins complètement diamétralement opposés à 60. Il y en a certains qui vont légèrement baisser en fonction de l'âge, notamment par exemple l'activité physique par exemple, mais nos besoins vont demeurer fixes, et que les personnes vont avoir un type de comportement, et que si on n'arrive pas à un moment donné à trouver un terrain d'entente, à s'entendre par rapport à cette chose-là, eh bien ça va continuer à se péjorer. Et puis si je ne règle pas mon problème, devinez quoi, la vie est ainsi faite, elle nous met des problèmes précisément pour que nous apprenions notre leçon. Tant que je n'ai pas tiré l'enseignement de la leçon que je suis en train de vivre, eh bien ce problème va se répercuter et perdurer dans ma vie. Je l'ai vécu pendant plusieurs années. Et effectivement, eh bien, ce qui va nous permettre d'accéder à 40% de bonheur en plus, c'est de venir traiter nos peurs, de venir traiter nos croyances, de venir traiter nos problématiques, de venir les affronter, parce que ce que l'on fuit nous poursuit, et ce à quoi l'on fait face s'efface. Alors pour celles et ceux qui ont décidé d'investir dans leur bonheur, de mettre toutes les chances de leur côté pour investir personnellement dans cette capacité à acquérir 40% de bonheur en plus, eh bien, j'ai plusieurs bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à l'époque de Socrate, eh bien, cela nécessitait des années, peut-être même une vie, pour atteindre ce niveau de compréhension, de connaissance de soi. Et certaines personnes n'y parvenaient du reste pas en l'espace d'une vie, ce niveau de conscience et de sagesse, et qu'aujourd'hui, eh bien, effectivement, grâce à des outils scientifiquement validés, ça permet en 2 heures de faire le tour pour pouvoir identifier tout à coup ces 16 besoins psychologiques fondamentaux, qu'on appelle aussi des raisons d'être, qui vont vous permettre de comprendre ce qui est à la source, ce qui vient générer vos comportements. Et le côté magique de ce test, c'est qu'une fois qu'on a compris, qu'on a cette conscience de nous, eh bien, tout à coup, on perçoit chez les autres ce qui les anime, ce qui les motive. On comprend leur comportement, et puis tout à coup, eh bien, on va avoir cette capacité de pouvoir s'exprimer, de thématiser autour de peut-être de points de désaccord qu'on peut avoir pour pouvoir trouver un terrain d'entente et faire en sorte qu'on puisse vivre en bonne harmonie. Et c'est un outil qu'on utilise notamment dans le sport de haut niveau, dans le recrutement, dans le coaching de couple. Quand on fait ça dans un couple, eh bien, c'est phénoménal parce que ça nous permet d'avoir la conscience des besoins, de ses propres besoins, mais des besoins de l'autre également, et puis ensuite de savoir exactement là où on risque d'avoir des points de friction. Et puis, le deuxième outil, c'est un outil qui s'appelle Profile Inc., qui est plutôt utilisé dans la gestion de carrière et qui va permettre d'identifier précisément vos dynamiques comportementales,
vos dynamiques motivationnelles, ce qui vous met en énergie haute, ce qui vous porte, ce que vous aimez, ou au contraire vos dynamiques énergivores, qui va venir vous démotiver, vous plomber. Ça va mettre en lumière vos irritants dans votre travail et dans votre vie, et ça va vous permettre de mesurer le niveau, le degré de confiance en soi et le degré de confiance en l'autre, en d'autres termes, votre positionnement grégaire au sein d'un groupe. Et puis, c'est un outil que je travaille pas mal avec les managers qui précisément ont besoin d'avoir ces outils, de comprendre cette granularité, ce degré de compréhension des des mécanismes de groupe, des dynamiques motivationnelles pour pouvoir améliorer la cohésion du groupe, comprendre les leviers motivationnels chez les gens. Et puis, c'est un véritable game changer puisque une fois qu'on a acquis cette compréhension chez soi, on va pouvoir aisément comprendre ça chez les autres. Mais tant qu'on n'a pas fait ses devoirs, tant qu'on n'a pas fait le travail, effectivement, c'est quelque chose qui reste un petit peu délicat. Alors, si d'aventure vous êtes intéressé par ces outils, vous retrouvez toutes les informations évidemment sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de ce podcast pour pouvoir cliquer dessus aisément le cas échéant. Si vous avez aimé ce contenu, je vous remercie d'avance pour votre précieux soutien en mettant un petit like ou peut-être en mettant un petit commentaire ou ne serait-ce qu'en transférant ce podcast à des personnes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un quelque part. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonheur et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.